Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à cette conférence sur la fraude et la cybercriminalité. Alors je m'appelle Cécile Desjardins, je suis journaliste et j'ai le plaisir d'animer notre table ronde aujourd'hui. Nous disposons d'à peu près 1h30 pour nous pencher sur les principaux risques de fraude, les risques de fraude et de cyberfraude qui pèsent aujourd'hui sur les entreprises, sur la façon dont elles peuvent se protéger et sur les meilleures pratiques à mettre en œuvre. Alors autour de moi, pour répondre à toutes ces questions et apporter leurs témoignages concrets, 4 experts. Sébastien Agère, bonjour. Vous êtes responsable souscription assurance fraude chez Euler Hermès. Franck Lestrat, vous êtes directeur général d'Isatec Group. Jérôme Notin, je les ai classés par ordre alphabétique, donc Jérôme Notin, vous êtes directeur général du nouveau dispositif d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance. Alors on va dire ACIMA, ce sera plus simple. Olivier Thonon, à mes côtés, qui est courtier chez AU Group. Et puis, à côté de ces experts, un autre expert, mais qui, comme vous, comme beaucoup d'entre vous dans la salle, est directeur administratif et financier. Alors j'attends un peu de lui l'aspect témoignage et peut-être aussi qu'il aille titiller nos experts. Rémi Nicolas, qui est directeur administratif du groupe Routin. Alors nous allons d'abord regarder un peu ce qui se passe sur le terrain, dans les entreprises, et faire un tour d'horizon des menaces actuelles de cyberfraude. Dans une seconde partie, nous rentrerons bien évidemment dans les solutions pratiques à mettre en œuvre pour à la fois se protéger et réagir en cas d'attaque. Je vous invite bien sûr à intervenir, n'hésitez pas à me faire signe si vous avez une question, à vous dans la salle, et puis à vous qui nous suivez en direct en cyberconférence. Vous pouvez réagir via le hashtag EventFraud, et les questions que vous posterez arriveront sur cette tablette, je ne manquerai pas de les retransmettre à nos participants. Alors, pour commencer, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Quelles sont les attaques qui peuvent être redoutées aujourd'hui par les responsables d'entreprises qui sont dans la salle? Alors, j'ai envie de vous faire réagir, mes experts, là, très très rapidement, du tac au tac. Vous prenez un micro, ça va être très rapide. Non, personne ne veut prendre le micro. Sébastien, saisissez-vous d'un micro. Si je vous demande très rapidement comme ça marche déjà. Voilà, votre premier mot, si je vous dis aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qu'on doit redouter dans une entreprise? Alors, tout le monde va attendre que je réponde la cyberattaque, mais moi je vais répondre l'usurpation d'identité. D'accord. Alors je vais répondre cyberattaque. Cyberattaque, ça veut dire plus précisément peut-être? Actuellement, ce sont les rançons logiciels qui sont la principale menace pour les entreprises françaises. Donc cyberattaque au sens très large, alors, plus précisément rançon logiciel. Les ransomware, on va revenir dessus. Franck Lestrat, non, je fais exprès de sauter. Je vais répondre cybersécurité. Au sens large. Et je répondrai fraude interne. Fraude interne. Alors, c'est 4 fraudes sur lesquelles on va bien évidemment revenir. Mais peut-être maintenant un témoignage plus détaillé au quotidien. Donc Rémi Nicolas, si en 2 minutes vous nous situez d'abord le groupe Routin en termes de taille, d'activité, d'environnement actuel, c'est important je crois, et je vous demanderai quelles sont les fraudes que vous avez connues, vécues, contournées et redoutées. Très bien. Eh bien, le groupe Routin, c'est un groupe centenaire. C'est un groupe fondé en 1883 par Philibert Routin. C'est aujourd'hui le 2e fabricant français de sirop. Le marché du sirop est un marché très traditionnel en France, mais c'est aussi un marché qui se développe très fortement à l'export, notamment pour les boissons chaudes. Et autant en France, on aromatise de manière classique les boissons froides, à l'export, le développement des coffee shops fait qu'il y a une forte demande en sirop, type vanille, caramel, ce genre de parfum-là pour aromatiser les boissons chaudes. Et c'est comme ça que le groupe Routin, aujourd'hui, connaît une forte croissance de l'ordre de 30% à l'export. C'est un groupe de taille ETI, grosse PME, 60 millions de chiffre d'affaires, 150 collaborateurs. C'est un groupe qui est sous LBO, qui est aujourd'hui sous LBO depuis 5 ans, donc on est plutôt en fin de parcours LBO.
C'était une belle endormie et c'est comme ça que des investisseurs se sont intéressés à ce groupe. L'environnement de Routin, c'est un environnement plutôt PME, hein. Donc c'est-à-dire que nos difficultés, c'est des difficultés essentiellement de moyens personnels plus que de moyens financiers. Et ce qui nous met en position de risque, notamment pour des fraudes ou ce genre de choses. On n'a pas une véritable expertise en interne, comme toutes les PME, de la fraude. Donc, pour autant, on est cible de diverses attaques. On a connu, alors plutôt en 2015-2016, beaucoup d'attaques de type fraude au président. Hein, et puis progressivement, ces démarches-là ont disparu. Aujourd'hui, et les experts pourront peut-être confirmer, on n'a pratiquement plus de fraude au président, mais ça a été remplacé clairement par la fraude aux faux fournisseurs. Hein. Alors, en deux mots, peut-être, qu'est-ce que c'est que ces fraudes aux faux fournisseurs, en pas rentrer? Eh bien, c'est l'usurpation d'identité. Ce n'est plus l'usurpation d'identité du président, c'est l'usurpation de l'identité d'un fournisseur avec une demande qui est adressée au service comptable de modifier les coordonnées bancaires et d'émettre des virements sur un compte bancaire qui n'est pas celui réellement du fournisseur. Ce type de fraude, vous en avez tous les combien? Et est-ce qu'elles sont pointues, enfin, est-ce qu'elles sont performantes? Est-ce que c'est crédible quand elles arrivent jusqu'à vous? On en a très régulièrement, on en a environ une fois par mois. Hein. Aujourd'hui, elles ont toujours été détectées en amont. Alors, elles ont été détectées parce que l'approche est parfois un peu grossière, hein, lorsque ce soit par téléphone ou par email. Les gens du service comptable arrivent quand même à repérer assez facilement qu'il s'agit d'une usurpation d'identité. Même si les fraudeurs connaissent l'entreprise, connaissent le prénom des comptables, des trésoriers, ainsi de suite. Donc il y a, sous une apparence de réalité, il y a quand même des indices qui, si on y fait attention, permettent de détecter la fraude, la tentative de fraude. Voilà. Est-ce que vous aviez d'autres fraudes qui vous ont touché? Alors, on parlait rançongiciel tout à l'heure. Oui, l'année dernière, on a eu 2 cas de tentative, et là, réussie de rançongiciel. C'est-à-dire, dans les 2 cas, ce sont des fichiers qui ont été pris en otage, hein, clairement. Alors, dans le premier cas, c'était un ordinateur qui n'était pas connecté au réseau, au serveur. Donc, heureusement, c'est donc uniquement les fichiers sur le disque dur qui ont été pris en otage. Dans le second cas, c'était un ordinateur connecté au réseau. Le service informatique a pu intervenir assez vite pour déconnecter les serveurs, ce qui a permis d'éviter une propagation trop importante du risque. Je vais poser la question qui fâche, vous avez payé? On n'a pas payé, même si les sommes réclamées étaient relativement faibles. Hein. C'était moins de 1 000 €. Quoi. Voilà. Alors c'était des paiements en bitcoin, donc là ce qui génère une autre difficulté potentielle qui est de réaliser ces paiements en bitcoin. Il faut ouvrir un compte en bitcoin, c'est un peu compliqué. À un moment on s'est posé la question, puis finalement on n'a pas payé. On n'a pas non plus déposé plainte, ce qui est peut-être un tort. On n'a jamais déposé plainte sur aucune de nos tentatives. On reviendra là-dessus. Oui. Voilà. Voilà. Après, on a communiqué là-dessus. On y reviendra sur la communication, certainement, qui est un point très important. L'un de vous a parlé fraude interne. C'est un sujet que vous surveillez, qui ne vous concerne pas? Ah oui, aujourd'hui, la fraude interne a toujours été un sujet, notamment pour les DAF. Hein, on est tous focalisés sur la création de valeur, et c'est une bonne chose, mais le DAF doit, dans le cadre de sa mission, clairement mettre en place des procédures et veiller à ce que, dans le cadre du contrôle interne, le risque de fraude soit extrêmement limité, quoi, hein. Donc, cette fraude interne a toujours fait partie de la panoplie des missions, la recherche des fraudes internes et le fait de les éviter fait partie de la mission du DAF. Aujourd'hui, il y a une dimension technique à travers les logiciels qui rend la mission peut-être un peu plus compliquée, quoi.
Alors j'aimerais qu'on revienne sur les différentes fraudes qui ont été évoquées, peut-être d'un point de vue plus technique. Alors Jérôme Notin, on a cité tout à l'heure, enfin c'est vous le premier qui avez cité le rançongiciel. Techniquement, ça se passe comment et est-ce que les personnes présentes dans la salle peuvent le redouter aujourd'hui ? Alors je pense que, techniquement comment ça marche, c'est assez simple. Vous l'avez évoqué, en général c'est un fichier qui est envoyé par une pièce jointe d'un mail. Il faut en général, sauf si il est très perfectionné, il faut en général une action manuelle d'un utilisateur qui va l'ouvrir. Donc c'est un fichier doc. Un doc qui contient des macros en général, donc, qui va télécharger une charge active, qui va ensuite chiffrer les données en local et parfois effectivement sur le réseau, et ensuite bloquer l'ordinateur pour demander une rançon, une fois de plus en général en Bitcoin. On imagine le matin un écran rouge avec écrit vous devez payer, vous êtes bloqué, ça se passe vraiment comme ça ? Ah, ça se passe vraiment comme ça, effectivement. Alors je ne sais pas si dans la salle il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu, mais voilà, c'est vraiment le type d'attaque. Il y a de plus en plus des attaques un peu plus perfectionnées, des gens qui vont scanner les serveurs qui sont directement connectés sur Internet, les TSE, les terminal serveurs par exemple, et qui vont, à travers des scripts, lancer des routines qui vont qui vont tester tous les mots de passe. Si le mot de passe est très faible, vont là aussi à travers des scripts automatiquement lancer la procédure de téléchargement de la charge active et chiffrer les données. Donc ça veut bien dire qu'il faut aussi protéger d'une manière technique. Il n'y a pas que la sensibilisation des utilisateurs, ne pas ouvrir les pièces jointes de mails que vous n'attendez pas ou qui sont un petit peu suspects. Il faut également prendre des mesures techniques de protection des machines qui sont directement connectées à Internet. Alors on reviendra sur toutes les mesures de prévention. Concrètement, ça arrive beaucoup, ça arrive souvent. Alors, on a parlé même au JT, j'ai envie de dire récemment, d'un rançongiciel qui s'appelait WannaCry. Alors, combien d'entreprises françaises ont été concernées ? Et vous, est-ce que vous en avez j'ose pas faire de sondage. Il y a peut-être dans la salle, s'il y en a qui veut témoigner, mais je ne vais pas vous demander si dans la salle vous avez été concerné, mais vous avez été en contact direct avec des entreprises concernées. Alors l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, dans laquelle je dépends encore aujourd'hui, a identifié 4 victimes, donc c'est très peu. On a tous en tête le cas de Renault qui a publiquement indiqué qu'ils avaient été victimes de WannaCry, juste sur celui-là. Donc 4 victimes, sachant que l'ANSSI a pour mission de sécuriser les systèmes de l'État et de ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale. Donc 4 victimes de l'ANSSI, c'est 4 victimes importantes des services critiques, soit étatiques, soit d'entités privées qui ont un rôle essentiel dans la sécurité et la résilience de l'État français. Donc c'est quand même beaucoup. Alors après, il y a énormément de particuliers. On utilise nous un terme qui est le chiffre noir. On a un chiffre, on ne sait pas aujourd'hui, et le dispositif qu'on est en train de mettre en place a vocation à permettre de résoudre un peu cette problématique. On ne sait pas quelle est la menace sur les particuliers, les entreprises classiques et les collectivités classiques. Alors peut-être en complément, Franck Lestrade, vous avez vu des clients qui vous ont appelé en disant on est bloqué ? Oui, effectivement. Oui, effectivement, je dirais que depuis environ un an et demi, déjà, d'une part, la parole s'est libérée chez les clients. Alors, je vous avouerai que concrètement, c'est plutôt des petits clients qui sont réellement touchés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas forcément dépensé l'argent qu'il fallait pour pouvoir s'en prémunir. Mais concrètement, on est appelé surtout pour savoir comment est-ce qu'on fait pour payer en Bitcoin. Alors on préfère être appelé pour autre chose. Donc ce qui est grave, c'est que c'est le dernier moment. C'est déjà trop tard. Donc la première des choses qu'on va dire, tout simplement, c'est ce que dit Olivier Lancy, c'est de ne surtout pas payer, puisque en fait, ensuite on devient, je dirais, une proie encore plus facile. Mais d'une certaine manière, effectivement, je pense qu'environ on a 2-3 cas par mois qui sont avérés. Les clients qui vous contactent, on leur demande combien, de payer combien ? C'est des sommes qui ne sont pas très très importantes. C'est vraiment aux alentours ça va de 300 à, je dirais, à 2000 euros en moyenne. Ça peut aller on a eu un cas jusqu'à 15 000 euros, je crois.
Et objectivement, ceux qui ont payé, s'il y en a qui ont payé, Alors, est-ce qu'ils ont récupéré leurs données ou pas? Parce qu'il paraît que c'est pas du tout garanti. alors, chez nos clients, tous ont récupéré leurs données. Par contre, l'encryptage, le chiffrement des données, parfois était partiel. Et donc, ils ont récupéré une grande partie des données, mais pas toutes. Je dirais que ensuite, sur le fait d'agir avec eux, on a, surtout avec les petits clients, on a pas mal de clients qui sont dans des commissaires-priseurs, par exemple, et qui nous demandent, même si ce sont eux qui vont à la banque pour pouvoir autoriser faire une décharge, et on leur demande une décharge aussi de notre côté, de faire l'opération pour eux. Parce qu'aller sur le darknet, c'est un peu compliqué. Enfin, Ouais. j'ai jamais essayé, mais Notamment, ouais, effectivement. alors peut-être une réaction puisqu'on est en plein dans le paiement. Sébastien Agère, faut payer? Non. Non, il ne faut pas payer pour plusieurs raisons. La première, c'est que même si les systèmes d'information hébergent des données importantes, parfois essentielles pour l'entreprise, ça dépend de son niveau de sécurité en matière de sauvegarde, il ne s'agit pas de vie humaine. Donc on ne peut pas comparer ça, par exemple, à l'extorsion suite à un kidnapping. La deuxième chose, c'est que payer la rançon, c'est alimenter un marché mafieux. Et quand il n'y a plus de paiement de rançon, il n'y a plus de demande de rançon. Alors, bien évidemment, vu de l'extérieur, c'est facile à dire. En tout cas, c'est ce qui est préconisé. Et la troisième chose, qui est à mon sens la plus importante, c'est que le paiement de la rançon n'a rien de vertueux. Ça a éventuellement un effet immédiat qui est le déblocage du système. Sauf que, rappelons-le, lorsque vous êtes victime d'un ransomware, vous êtes victime d'une intrusion dans vos systèmes d'information. Et lorsque vous payez une rançon et que vous obtenez un déblocage de votre système, vous ne savez pas ce qui est resté dans votre système. Par conséquent, vous êtes potentiellement, les entreprises victimes sont potentiellement exposées à une récidive, à un cheval de Troie, par exemple, qui serait logé dans le système et qui se déclencherait, qui se réveillerait pour déclencher une attaque plus tard. Dernier élément, il y a quelque temps, les services de police disaient que l'usage était que le système soit débloqué après le paiement de la rançon. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, semble-t-il. Pourquoi? Parce qu'il est de plus en plus facile de commanditer des attaques en achetant en fait, des attaques sur le net et de pouvoir organiser ces attaques sans se soucier en fait, du déblocage du système. Donc en fait, les fraudeurs, qui sont de moins en moins éthiques, si on peut le dire, vont lancer des attaques. En fait, ça signifie quoi? Ça signifie que d'autres réseaux s'improvisent fraudeurs, tout simplement, face au succès de ce phénomène. Donc ils vont lancer des attaques et absolument pas se soucier du service après-vente, en définitive. Par conséquent, ça fait un certain nombre d'arguments qui permettent de conforter le choix de ne pas payer, comme vous l'avez fait chez Routin, et je félicite ce courage. Alors, un point technique peut-être, justement, vous dites que quand on envoie, enfin, quand ces attaques sont faites, elles sont faites de façon non ciblée ou ciblée? Alors, je vais poursuivre. C'est un débat qui est un peu délicat, pour une raison assez simple, c'est qu'il y a eu un phénomène relativement nouveau avec le virus WannaCry, qui a exploité en fait une faille de sécurité dans un système d'exploitation qui n'était pas mis à jour ou qui n'avait pas profité de verrous complémentaires à ceux du système d'exploitation. En gros, ce virus a exploité une faiblesse dans le système de protection de l'accès en fait, de l'ouverture sur l'extérieur du réseau de l'entreprise, si je simplifie les choses. Et contrairement à ce qu'il se pratique d'une manière générale sur les ransomware, où le comportement utilisateur est un vecteur de propagation du virus, puisqu'il y a réception d'une pièce jointe, ouverture de la pièce jointe et contraction de ce virus par ce biais-là. WannaCry s'est répandu de façon différente, puisqu'il s'est infiltré partout où il y avait une brèche dans le système d'exploitation, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, c'est un nouveau phénomène. L'utilisateur est coupable en ce sens que les systèmes n'étaient pas à jour et n'étaient pas protégés, mais pas directement par une action au moment de l'arrivée. Exactement.
Olivier. J'aurais peut-être un petit commentaire à faire par rapport à tout ça. Je pense que ce qui est très important au sein de l'entreprise, c'est de sensibiliser les équipes. C'est-à-dire que plus l'utilisateur est averti des risques, moins on aura de risques de faille, justement. À savoir que cette histoire de mail avec une pièce jointe qui effectivement affecte le système, bien souvent quand on reçoit un mail, si on ne connaît pas l'interlocuteur qui émet le mail, si on ne reconnaît pas l'adresse mail d'origine, la règle de base, c'est de ne pas ouvrir le mail. Alors, vous allez me dire, c'est basique, c'est simple comme règle, mais n'empêche que ce n'est pas appliqué dans 9 cas sur 10. Les gens, en fait, ouvrent les mails alors qu'ils ne connaissent pas forcément la provenance du mail. Ils ouvrent la pièce jointe alors qu'ils ne savent pas du tout ce qu'elle contient. Et avec un petit peu de recul par rapport à ce qu'on reçoit, on évite souvent des problèmes importants au sein de l'entreprise. Je pense que c'est le premier conseil sur lequel on reviendra clairement. Ouais, cette sensibilisation des équipes, je pense que c'est fondamental pour limiter le risque de fraude. Alors, peut-être sur les attaques ciblées, j'aimerais qu'on revienne sur les fraudes au président que vous avez évoquées. Visiblement, chez vous, ça a disparu, mais j'ai envie de voir sur une analyse de marché un peu plus large. Est-ce que la fraude au président, ça existe encore ? Est-ce que ça marche encore ou est-ce qu'il y a eu suffisamment d'informations pour qu'aujourd'hui les entreprises arrivent à l'éviter ? Alors, j'ai répondu en préambule que pour moi, le sujet de la fraude, c'était essentiellement l'usurpation d'identité. Bien évidemment, la menace liée aux cyberattaques est réelle, sérieuse, mais l'usurpation d'identité est, rappelons-le, le moyen pour les fraudeurs de générer les plus gros détournements auprès des entreprises. Et cette usurpation d'identité, ce mécanisme qui va permettre des détournements, il a plusieurs facettes. Donc il y a eu la fraude au faux président. Alors si vous nous rappelez justement en termes, quand est-ce qu'elle est apparue et comment ça fonctionne ? Alors, la fraude au faux président est assez ancienne, mais elle ciblait exclusivement les très très grosses entreprises avec vraiment une démarche sur mesure réalisée par les fraudeurs qui collectaient énormément d'informations. Et je précise que cette collecte d'informations se fait parfois, voire très souvent, par le biais d'une intrusion dans les systèmes d'information. Donc finalement, on peut dire que tout est cyber, toutes les attaques sont cyber, ou toutes les fraudes sont d'origine cyber. Et petit à petit, ce type de fraude est redescendu vers des ETI, puis des PME, jusqu'à atteindre des très petites entreprises. Alors ça paraît surprenant parce que finalement l'organisation d'une petite entreprise devrait rendre très très compliqué ce système. Après j'ai envie de dire que c'est aussi lié au mode de management. L'entreprise, aussi petite soit-elle, si elle n'est que très rarement visitée par son président qui a un comportement despotique, et bien le jour où vous aurez une responsable comptable qui recevra une instruction de réaliser un paiement express, eh bien elle le réalisera. Donc ça c'est une réalité et il y a suffisamment d'articles dans la presse qui permettent de conforter cette opinion. Il y a bien des attaques de type fraude au faux président qui devient la fraude aux faux avocats du faux président et qui est redescendu en segment de marché. Ensuite, on a tous les autres types d'usurpation d'identité. Nous avons bien évidemment la modification des coordonnées bancaires. Donc il s'agit de la fraude au faux RIB. Alors c'est très facile, on se fait passer pour le fournisseur et puis on demande la modification des coordonnées bancaires pour effectuer le prochain paiement. Et ça se fait très souvent sur une base d'informations très précise avec le montant exact du prochain règlement à effectuer, parfois même une copie très fidèle de la facture, etc. Et il y a également en type principal la fraude au faux client, qui permet de détourner de la marchandise en changeant l'adresse de livraison quand on se fait passer pour un client existant ou alors en se faisant passer pour un prospect et en indiquant une adresse qui n'est pas celle qui est l'adresse réelle du prospect supposé. Olivier, en complément ? J'avais juste une petite remarque par rapport à ça. Le fraudeur n'est pas pressé dans son process. C'est-à-dire qu'entre le moment où il va commencer à intervenir dans votre entreprise et le moment où la fraude va être constatée, il peut s'écouler plusieurs mois. Donc ça se traduit comment ? C'est un premier appel à l'accueil pour essayer de connaître 2-3 noms dans l'entreprise. L'étape d'après, c'est de connaître les montants d'autorisation bancaire. L'étape d'après, ça va être de bien comprendre le fonctionnement en interne de l'entreprise, qui fait quoi, comment ça se passe.
Et en fait, au bout de 6 mois, 1 an, le fraudeur, quand il va arriver au but, connaît très bien votre société, a enquêté pendant des dizaines d'heures sans que vous en ayez été averti par des appels anodins. Et en fait, on se rend compte que bien souvent, et vous pouvez faire le test, si vous appelez une entreprise et que vous posez une question précise à un interlocuteur, au lieu de dire « je vais vérifier et je vous répondrai plus tard », il va vous donner la réponse. C'est quelque chose de naturel. Et là encore, il faut avertir les équipes que par rapport à tout appel externe, il faut faire des contre-appels, il faut être méfiant. Alors il ne faut pas être parano, mais méfiant par rapport à tout ce qui peut intervenir de l'externe. Vous vouliez compléter, Sébastien? Oui, je voulais compléter ce que vient de préciser Olivier. En définitive, il faut vraiment distinguer les 2 formes d'attaque. L'attaque de type industriel, qui est permise par les moyens technologiques et pour lesquels le modèle économique du fraudeur va tout simplement reposer sur la masse et la multitude de petits détournements. Et également, en opposition à cela, il y a l'attaque sur mesure, donc l'usurpation d'identité, qui va permettre en une seule opération, même si elle a pris des mois et des mois de préparation, parce que les belles fraudes par usurpation d'identité ont été réalisées le plus souvent grâce à un travail extrêmement long réalisé par les fraudeurs. Et là, le détournement peut se compter en millions d'euros. Et je vous invite à faire quelques recherches sur les sites internet. C'est ce que j'allais vous demander. Deux points de précision. Alors, je ne sais pas pour qui est la question, mais vous avez dit que ça fait longtemps que ça existe, la fraude au président. Concrètement, c'est quoi, 10 ans? Ça fait un petit peu moins de 10 ans, je dirais, mais depuis 8, oui, c'est entre 5 et 8 ans, la fraude au faux président est très répandue. Bon, et vous nous rappelez 1 ou 2 belles histoires, enfin au sens qui ont été publiques. Il y en a qui sont quand même beaucoup qui sont sortis. C'est toujours. Alors là, vous me demandez des choses délicates, mais c'est très compliqué. On a des très grandes entreprises. Dizaines de millions d'euros. Oui, ou une petite dizaine de millions d'euros. Mais vous avez eu cet été une entreprise européenne qui a été détournée à hauteur de 40 millions d'euros. Donc il faut bien comprendre que pour des organisations criminelles, le moyen de détourner 40 millions d'euros aujourd'hui à travers des schémas plus classiques expose à un risque physique, judiciaire, etc., qui est bien plus élevé que celui de réaliser une attaque de ce type. On a eu également des entreprises françaises qui ont été victimes de détournements entre 5 et 10 millions d'euros. Et ça vaut la peine d'y passer un peu de temps du côté des fraudeurs. Tout à fait, exactement. Et je le rappelle, ces détournements sont en général réalisés en une succession de virements. Donc là aussi, je rebondis sur ce que disait Olivier tout à l'heure. Il faut savoir que le fraudeur a mis en confiance la personne à laquelle il demande ses virements, l'exécution de ses virements, mais qu'il connaît très très bien l'organisation, il connaît les niveaux de pouvoir. Par exemple, s'il cherche à détourner 10 millions, eh bien, il va demander 10 virements d'1 million si le pouvoir de la personne à laquelle il s'adresse est d'1 million. Donc c'est exactement le schéma qui a été évoqué à travers les différents articles dans la presse, dont on ne sait pas toujours le détail des tenants et aboutissants, parce qu'on peut bien comprendre que c'est toujours un sujet un petit peu délicat. Mais en tout cas, l'organisation elle-même de l'entreprise a toujours été mise en défaut. Alors, Jérôme Notin, peut-être une dernière question sur ces fraudes au président. On entend beaucoup d'entreprises dire « oui, mais moi, je ne suis pas assez gros, je ne suis pas assez... on ne va pas me cibler, moi ». Alors, qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, je serais moins expert sur la fraude au président, puisque l'agence, comme je le disais tout à l'heure, traite plus d'un niveau d'attaque moins automatisé. Alors, même si la fraude au président, on vient de le dire, est ciblée, mais les attaques ciblées que nous, on essaye d'adresser, ce sont donc sur les réseaux étatiques ou sur, une fois de plus, les opérateurs d'importance vitale. Donc les attaquants n'ont pas, en général, pour objectif de voler de l'argent. Ils ont pour objectif de voler de l'information ou de bloquer les systèmes, si c'est du terrorisme. Bon. Sur les attaques au président, je crois que ça a été évoqué tout à l'heure. Toute entreprise potentiellement peut être victime à partir du moment où elle fait des virements. Après, est-ce que ça va valoir le coup pour 500 € de faire des dizaines ou des centaines d'heures de renseignements en source ouverte ou semi-ouverte? Je ne pense pas que ça vaille le coup. Voilà. Bon, j'ai pas de réponse précise. Oui, toute entreprise potentiellement peut être victime.
Après, le garage automobile, je ne sais pas si lui, effectivement, peut être victime d'une arnaque au président. Olivier ? Je pense que le premier réflexe quand on va voir un dirigeant d'entreprise, c'est de dire je suis tout à fait conscient du risque, ça arrive effectivement chez les autres et pas chez moi. Parce que moi j'ai mis en place les process, parce que chez moi je connais bien les gens, parce que moi j'ai une bonne maîtrise de l'entreprise et donc voilà, ça arrive chez les autres, j'ai conscience de la menace, mais mon système n'est pas vulnérable. Et en fait, il y a un exemple assez classique, c'est de dire ok, dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est demander à un spécialiste de faire une mission de 2-3 jours dans votre société où il a pour but de s'introduire dans votre système. Donc Et ça marche à tous les coups. Vous lui donnez cette mission consciemment. Et à chaque fois, ils y arrivent. Donc ça prouve bien que le système, malheureusement, est vulnérable et qu'on n'a pas pensé à tous ces risques-là. Et que finalement, plus on va faire du préventif, et moins on aura de risques à l'arrivée de se faire prendre. Alors le fraudeur qui veut y arriver aura toujours un coup d'avance, mais n'empêche que si on a prévu un certain nombre de cas, on va limiter son risque. Alors je voudrais... Pardon, Sébastien, une seconde. Je voulais juste rappeler, vous évoquiez les dirigeants qui considèrent que ça se passe souvent chez les autres plutôt que chez eux. On a quelques statistiques. Aujourd'hui, on sait qu'au minimum 8 entreprises sur 10 sont la cible d'attaques. Un quart des entreprises victimes d'attaques et victimes d'attaques plus nombreuses, c'est-à-dire au moins 5 attaques. Et aujourd'hui, une entreprise sur 5 est victime d'une fraude, c'est-à-dire qu'elle a subi un détournement. Donc ça fait beaucoup de voisins, je trouve. Alors, une fraude qui a été rapidement évoquée, je voudrais qu'on revienne dessus, peut-être Franck Lestrade, c'est le vol de données. C'est plus insidieux. Est-ce que ça arrive beaucoup ? Et comment est-ce qu'on peut le détecter, justement ? Parce que l'idée, c'est, de la part du fraudeur, de ne pas forcément se faire repérer. Alors, je dirais que le vol de données, c'est un effet de tout ce qu'on vient d'évoquer tout à l'heure en termes de cyberattaque. Déjà, le premier vol de données a lieu avec des comportements qui sont parfois frauduleux, qui proviennent de l'interne. Donc le cas bien connu est celui du commercial qui s'en va avec la base de données client de l'entreprise. Et quand on parle de valeur de la donnée dans une entreprise, je dirais que la valeur du fichier client est gigantesque quand on parle à la concurrence. Et donc ça, c'est quelque chose en fait dont s'aperçoit. Enfin, donc quelques clients peuvent s'apercevoir, je dirais, assez rapidement via des campagnes, je dirais, d'emailing ensuite qui vont inonder de mails en fait les différents clients. Et puis, je dirais, ensuite, les vols de données vont être surtout transités par des fichiers Excel. Et donc, ce qu'on préconise en termes de solutions, par exemple, chez nous, et à l'ensemble de nos clients, c'est de caler le système d'information sur l'ensemble des process. Et donc même si on est distributeur partenaire de solutions Microsoft, Excel et Microsoft, eh bien forcément, quand on parle d'un business process d'achat au paiement, qui est le business process qui est attaqué pour la fraude au président notamment, et là on va obliger le client à contrôler que la ségrégation des tâches est bien respectée vis-à-vis de la gestion des droits. Et puis c'est là qu'on s'aperçoit notamment que parfois dans l'écriture, les registres du système d'information, il y a des choses qui n'étaient pas autorisées, qui sont passées. Donc on peut se poser la question effectivement s'il n'y a pas eu un vol de données là par Internet, même pas par Internet, en fait à travers le système d'information. C'est très facile par exemple de ne pas avoir d'intégrité de données entre votre comptabilité et votre gestion commerciale, si vous n'utilisez pas un ERP qui est totalement intégré, je dirais. Encore pire, si vous avez l'autorisation via votre banque de faire des virements via Internet sans passer par l'émission de fichiers CEPA qui proviennent directement de votre ERP, par exemple. Donc, dans des systèmes de qualité, ce qu'on appelle par exemple dans l'agroalimentaire le HACCP, vous avez des points critiques dans le processus. Il faut agir sur ces points critiques pour éviter les vols de données, le détournement de données qui peut être utilisé ensuite pour faire
je dirais, un mauvais virement, par exemple, ou la revente de fichiers de valeur à des concurrents. C'est très courant, Sébastien? Oui. Oui, bien sûr, c'est très courant. Alors, la notion de vol de données est quand même assez complexe, puisqu'il faut être capable de mesurer ou d'évaluer le préjudice, le valoriser. Donc, parfois, des données sont volées, mais ça ne porte qu'à très peu de conséquences. Parfois, ça peut être catastrophique pour une entreprise. Donc, c'est une notion qui est particulière. Ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, historiquement ou traditionnellement, les entreprises s'attachaient à protéger soit leurs secrets de fabrication, bien évidemment, et ou leurs fichiers clients. Sauf qu'on se rend bien compte à travers les différents mécanismes d'attaque qui existent que finalement, toutes les données sont utilisables à mauvais escient par quelqu'un qui voudrait organiser une escroquerie, y compris un papier en tête qui est très facile à reproduire, des signatures qu'on trouve sur des rapports financiers sur le web, etc. Alors, un petit point justement, puisqu'on est dans la donnée. La directive européenne qui va rentrer bientôt en application, est-ce qu'elle change la donne? Est-ce qu'elle fait évoluer les choses et notamment la valeur de la donnée? Là, je suis sur la donnée personnelle. Je fais référence à la directive dite GDPR, GDRD, enfin celle-là. Oui, la GDPR en anglais, effectivement, et RGDP en français. Oui, effectivement, car aujourd'hui, je dirais que c'est la CNIL qui va contrôler que vous avez respecté l'ensemble des données personnelles des personnes que vous pouvez enregistrer dans votre système d'information. Là, avec ce dispositif qui va entrer en mai 2018 en vigueur, je dirais que la responsabilisation de l'entreprise est beaucoup plus forte, puisque c'est celui qui est dit responsable de la traitement de données qui est responsable de la conservation de ces données, donc qu'il n'y ait pas de piratage de ces données, qui sont souvent des données personnelles. Et donc, on peut déjà anticiper que ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la sensibilisation des collaborateurs dans l'entreprise va être extrêmement nécessaire, puisque maintenant, elle devient obligatoire. Quand vous allez avoir un système de piratage dans votre entreprise ou de cyberattaque avéré, vous parliez de la plainte que vous auriez peut-être pu faire. Voilà. Demain, vous serez obligé de la faire, car vous allez devoir prévenir, je dirais, l'ensemble aussi de vos sous-traitants qui peuvent avoir une prise de responsabilité dans la gestion de la donnée. Alors, sans compter que si vous n'êtes pas à la hauteur, vous risquez une amende qui fait quoi, 4% du chiffre d'affaires, c'est ça? 4% du chiffre d'affaires. 4% du chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que l'année prochaine, ça risque d'être un des sujets qu'on verra en tête de liste du cyber et des préoccupations? Je pense que c'est plutôt un sujet pour la rentrée. Dès la rentrée, s'il n'est pas d'accord. commencé dans les entreprises, je dirais que nous, on commence à faire de la sensibilisation auprès de l'ensemble de nos clients pour expliquer d'abord ce que c'est, et ensuite pour voir passer à des plans, non pas de crise, mais de prévention, de gestion en amont. Est-ce qu'il va falloir former les personnes à ce genre de choses? Vous verrez aussi qu'il y a la création d'un nouveau type, soit c'est un poste ou une responsabilité, qui sera sans doute rattaché au DAF, qui va être la direction en fait, des protections de données. D'accord. Alors, une autre fraude que je pensais voir apparaître, parce que je sais qu'il y en a qui l'aiment bien, je me tourne vers Olivier Thonon, la fraude au téléphone, hein. C'est quoi ça? Alors c'est vrai qu'on ne parle pas souvent de cette fraude-là. En fait, les fraudeurs peuvent rentrer dans votre système de téléphonie et en fait mettre en place une moulinette. Votre téléphone appelle sur un numéro payant, bien souvent en Europe de l'Est. Donc ça va se passer comment? Le fraudeur détecte les heures d'ouverture de l'entreprise. Il sait que voilà, le vendredi soir, il n'y a plus personne dans la société. Et donc jusqu'au lundi matin, votre téléphone va appeler sur un numéro payant en Bulgarie ou ailleurs. Et bien entendu, l'opérateur va vous dire qu'il y en a pour 5 ou 10 000 euros sur le week-end. Faut savoir qu'il y a de plus en plus de connexions de toute manière entre votre système de téléphonie et votre système IP informatique, et que bien souvent les installateurs en fait au niveau de la protection de ce système de téléphonie n'étaient pas très très vigilants. Donc il y a un code en fait pour rentrer dans votre système de téléphonie.
Bien souvent, si ce n'est pas vérifié, c'est 4-0, 1-2-3-4, 4-3-2-1. Donc vous voyez que ce n'est pas très très difficile de pouvoir rentrer dans ce système-là. Donc là aussi, c'est un des points de vigilance à avoir. Et de façon plus globale, je pense que quand on veut s'intéresser à la fraude, il y a peut-être une trentaine ou une cinquantaine de points à checker dans l'entreprise qui permettent, j'allais dire, d'éviter les gros cas de fraude. Et c'est un peu l'intérêt de voir le sujet en amont. C'est de checker ces points et de se dire, OK, il y a peut-être d'autres points de fragilité, mais au moins sur ces 50 points, je ne me ferai pas avoir parce que c'est validé dans l'entreprise. Vous vouliez réagir sur la fraude au téléphone, je crois, Sébastien. Oui, je vais faire preuve d'un peu de courage et dire qu'on connaît bien cette fraude, et pas seulement en tant qu'assureur. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles elle est couverte par notre contrat. C'est une méthode que je trouve intéressante. Là aussi, finalement, on peut viser toutes les entreprises car les moyens techniques de réaliser ce type d'opération sont divers et assez faciles à mettre en place. Et du coup, ça passe quasiment inaperçu parce que si vous avez une augmentation de 10% de votre facture téléphonique, quand vous êtes une entreprise de 20-30 personnes, finalement, est-ce que ça se voit? Je ne sais pas. Dans certains endroits, ça se voit parce que ça représente plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'ai même vu une facture de 126 000 euros qui a été opposée pour le coup à l'opérateur car ce coup-ci, la fraude avait duré des semaines. Et la victime a dit à l'opérateur, enfin des numéros surtaxés à plus de 5 euros la minute, vous auriez pu quand même faire preuve de vigilance parce que moi je ne les constate qu'une fois que j'ai la facture. Donc c'est un mécanisme qui est nouveau, dont on sait qu'il touche aussi bien les très petites entreprises, vraiment les commerces, les artisans, les toutes petites entreprises, aussi bien les petites entreprises que les très grosses entreprises. Ce que j'allais vous demander, c'est apparu quand cette fraude? Ça fait, je dirais, 3-4 ans que ça se développe fortement. En tout cas, qu'on le constate de façon assez régulière. Rémi Nicolas, vous avez regardé vos factures de téléphone, voilà. Oui, on suit nos factures de téléphone, mais on n'a rien constaté à ce niveau-là, malgré le fait qu'on ait très certainement un système de téléphonie ancien et donc très certainement sensible au risque de fraude, quoi. Mais... Vous voulez réagir? La semaine dernière, on a été contacté par une entreprise qui est victime d'attaques par déni de service sur le téléphone. Le protocole de signalisation de téléphonie est pas sécurisé, il n'a pas été fait pour. Donc c'est relativement facile de se faire passer, d'usurper en fait le numéro de téléphone. Vous faites appeler, vous vous faites passer pour le 01 40 40 40 40. Vous émettez 10 000 appels, c'est pareil, les routines. Si on a piraté un IPBX, on peut s'en servir pour mener ce type d'attaque. Et une grande majorité des personnes vont rappeler ce numéro en disant mais vous m'avez appelé, qu'est-ce qui se passe? Quand c'est le 01 40 40 40 40 et que c'est une entreprise... C'est quoi ce numéro? C'est un numéro au hasard. C'est un numéro lambda. Vous allez voir ma démonstration. Donc quand c'est une entreprise, c'est gênant pour l'entreprise, c'est un vrai souci. Ça pose pas un problème de sécurité nationale. Si c'est le 15, le 17, le 18, et c'est pour ça qu'à l'ANSSI on s'intéresse beaucoup à ce phénomène-là, et on s'y intéresse fortement, parce qu'on peut mettre à plat un système. Vous émettez 1 million d'appels. Il y a 1 million de personnes qui vont rappeler ce numéro. Il n'y a pas 1 million, il y a 10%. mais si c'est le 15 ou le 17, vous allez en avoir 80%. On n'a pas de stats là-dessus, évidemment. Ça ne s'est pas fait, donc, et on espère que ça ne se fera pas. Mais voilà, c'est un risque important que de se faire passer pour une entité, parce que derrière, les gens vont rappeler. C'est une attaque de déni de service. Alors, c'est quoi l'intérêt techniquement plutôt l'entreprise qui vit ça, c'est un de ses concurrents qui Alors ça peut être un concurrent et derrière on pense qu'il va y avoir une demande de rançon, là encore, on n'a pas chiffré les données sur un poste, mais elle ne peut plus travailler l'entreprise, évidemment. Le type qui nous a appelé était paniqué parce qu'il dit moi je décroche plus mon téléphone, mon assistant ne décroche plus son téléphone, donc les vrais appels de ses clients n'aboutissent plus. Donc il dit qu'est-ce que je fais? Je change de numéro, mais ça a un coût. Et si jamais l'attaquant s'énerve et va continuer à essayer de l'unir, il ne pourra pas indéfiniment changer de numéro. Donc voilà, aujourd'hui il n'y a pas de rançon. On imagine qu'assez rapidement il va y avoir une rançon. Comme je le disais, quand c'est une entreprise, c'est un problème au niveau de l'entreprise.
Si c'est un service de l'État, un service régalien ou un service d'urgence ou un hôpital, là, ça va potentiellement être un vrai problème. Olivier ? Juste par rapport à ça, je pense qu'il y a un point important. On parlait du fait de poser plainte ou pas. Je pense que quand on est victime de ce genre de fraude, quelle qu'elle soit, il faut alerter un maximum de personnes le plus rapidement possible. Le fait de rester isolé, de faire l'autruche et de se dire pas vu, pas pris, donc je préviens personne et j'espère que ça va se tasser, ça ne marche jamais. Il y avait une intervention comme ça de la PJ à Lille il n'y a pas très longtemps. Il nous disait que 8 fois sur 10, l'intérêt c'est d'être prévenu dans les 24-48 heures. Pourquoi ? Parce que ne serait-ce que par rapport au transfert de fonds, ils avertissent Tracfin. Il y a des comptes pivots en Europe de l'Est et bien souvent ils peuvent récupérer une partie des fonds en étant prévenus tout de suite. Donc le but du jeu c'est vraiment là-dessus de ne pas s'isoler et encore une fois d'avertir les services compétents le plus vite possible et d'avoir une procédure claire au sein de l'entreprise pour dire voilà, en cas de fraude, voilà qui on doit appeler, voilà quels sont les numéros à contacter, voilà qui met dans la boucle, qui est quelque chose de clair, écrit, à froid. Alors, avant qu'on rentre justement dans toutes ces bonnes pratiques, est-ce que vous avez des questions sur les attaques ? Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Est-ce qu'il y a une attaque qui n'aurait pas été traitée, qui vous préoccupe ? Je regarde, je commence à avoir quelques questions du web, mais qui sont toutes aussi sur la façon d'anticiper, de se préparer. Dites-moi, Olivier, une attaque supplémentaire. Juste en 2 minutes, la fraude interne, ça n'a pas été tellement évoqué. Enfin, on en a parlé au tout début, mais j'aimerais quand même attirer votre attention là-dessus parce que bien souvent, là aussi, quand on contacte les dirigeants, ils nous disent non, mais moi je connais mes hommes, je travaille depuis 20 ans avec les mêmes, il n'y a aucun risque là-dessus. En fait, on connaît bien les personnes avec qui on travaille peut-être, mais on ne connaît pas forcément leur environnement familial et leur environnement en dehors de l'entreprise. Et bien souvent, on se rend compte que quand il y a eu des problèmes de fraude interne, on se rend compte que l'environnement externe de la personne n'était pas forcément connu. Ça peut générer des problèmes. Donc la fraude interne, je pense que c'est un vrai sujet. C'est peut-être une des fraudes dont on parle le moins et qui est peut-être la plus répandue par rapport à toutes les fraudes dont on a parlé. C'est un vrai sujet. Ça reste un tabou. Vous avez des chiffres peut-être, Sébastien ? Pas des chiffres communicables. Ce que je peux simplement indiquer, c'est que du point de vue de l'assureur, la fraude interne est un vrai sujet. Bien évidemment, la part de marché qui a été prise par les phénomènes d'usurpation d'identité qui se sont très fortement développés au cours des dernières années, c'est venu nuancer en fait la part de la fraude interne, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant des décennies, en tant qu'assureur, nous avons assuré des entreprises qui voulaient se protéger contre le risque qui viendrait de l'extérieur, et en tant qu'assureur, nous avons indemnisé une menace qui était à l'intérieur. Voilà, donc ça, c'est une réalité, mais pourquoi c'est un tabou ? On le comprend aisément, ça remet en question l'organisation de l'entreprise de façon assez profonde. Bien évidemment, en tant que dirigeant, on ne peut pas faire du management en considérant que ses collaborateurs sont des coupables en puissance ou des voleurs en puissance, mais ça remet en question un mode d'organisation et également parfois la notion de taille critique de l'entreprise. On a parlé de segmentation des tâches tout à l'heure, qui est un moyen évident de lutter contre la fraude, qu'elle soit interne ou externe. Alors la segmentation des tâches, elle est au niveau comptable, financier, mais aussi à toutes les échelles dans l'entreprise. Et puis on arrive au bout de ce process à la double signature, qui n'est pas possible partout, ou en tout cas pas facile partout. Et ces éléments-là, en fait, vont être plus ou moins faciles à mettre en place dans l'entreprise, suivant son organisation, sa taille. Et bien évidemment, plus le service administratif est réduit, plus on va concentrer la confiance sur une seule et même personne. Et c'est là que parfois nous pouvons assister à des gros détournements. Alors justement, peut-être on va passer au Olivier sur la fraude interne avant les conseils. J'avais juste un exemple très concret à vous donner. J'ai rencontré plusieurs PME où le dirigeant m'expliquait qu'il n'y avait pas de mot de passe sur les postes informatiques. Pourquoi il n'y avait pas de mot de passe ? Parce que finalement on perdait du temps, que finalement la personne qui devait utiliser le poste n'était pas forcément au courant du mot de passe à utiliser, et que donc on était une petite équipe, et que finalement on gagnait du temps en process à ne pas en mettre en place et à ne pas les changer tous les 3 ou 6 mois. Et je pense que ça nous fait sourire parce qu'on parle du sujet aujourd'hui, mais c'est le cas dans beaucoup de sociétés.
beaucoup plus qu'on ne puisse l'imaginer. Donc voilà, encore une fois, c'est une règle de bon sens. Je pense que pour se prémunir contre la fraude, quand vous regardez des fiches de prévention, et on en a tous lu, c'est que des règles de bon sens. Quand elles sont écrites, quand elles sont lues, elles paraissent évidentes, et elles ne sont pas forcément mises en place, encore une fois. Alors justement, on a déjà évoqué pas mal de petites solutions, mais j'aimerais mettre une hiérarchie en vous demandant quelle est votre première recommandation. Sébastien, la première chose à faire pour se protéger contre ces diverses fraudes, quelle est votre suggestion ? Alors la première recommandation, c'est de communiquer. Parce que bien évidemment, lorsqu'on communique au sein de son entreprise sur ce qui est possible, ce qui est réalisable, la nature de la menace, la façon dont elle peut se prendre forme, la forme qu'elle peut prendre, eh bien, ça augmente la vigilance des collaborateurs. Et on a eu plusieurs exemples, mais notamment sur le comportement des utilisateurs qui vont permettre l'infection du système d'information par un virus, mais également le mode de communication de l'entreprise. On parlait de cyberintrusion ou d'intrusion dans les systèmes d'information, mais aujourd'hui, avec un accès libre sur LinkedIn, on peut reconstituer un service financier dans son intégralité. En faisant des connexions avec Facebook, on peut savoir si le DAF est parti en vacances ou pas. Enfin, donc c'est aussi un comportement ou des mentalités qu'il faut faire évoluer, la façon dont l'accueil téléphonique communique. Je souhaiterais parler au DAF, mais il n'est pas là, et quand est-ce que je pourrais le joindre ? Il est parti pendant une semaine aux États-Unis. Bon, c'est des choses qu'on avait l'habitude de dire il y a une vingtaine d'années parce que c'était le mode de communication de l'entreprise. Aujourd'hui, il faut faire attention à cela, la circulation des organigrammes, les répertoires téléphoniques, etc., etc. Ce sont des choses qui doivent être davantage maîtrisées bien naturellement. Donc, pour que l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, et je dis bien l'ensemble, pas seulement au sein de la direction financière, qui concentre quand même une lourde responsabilité sur ces opérations, mais qui n'est pas la seule responsable, eh bien, il faut communiquer, expliquer comment peuvent être effectuées certaines fraudes. Je pense aussi aux livraisons, par exemple, de marchandises. Donc il faut expliquer cela à l'ensemble du personnel. Donc communiquer. Je vais être un peu moins sur la fraude au président, un peu plus sur les attaques techniques ou pseudo-techniques, type WannaCry, rançongiciel et autres. Donc un conseil, mise à jour des systèmes. WannaCry a exploité une faille, vous l'évoquiez. L'origine de la faille, pour la petite histoire, enfin, je ne sais pas si vous avez suivi, c'est la CIA qui avait connaissance d'une faille dans le protocole de SMB d'échange entre les postes clients et les serveurs, qui s'est fait voler ses outils d'attaque, et donc les attaquants ont utilisé ça pour implémenter l'exploit, donc la partie technique qui permet d'exploiter la faille de sécurité. Donc on utilisé ça dans la charge de WannaCry, qui a permis la grande diffusion. Donc, très concrètement, pour parler à mon niveau, ça veut dire que si vous étiez sur Windows XP avec un vieux système que vous n'aviez pas mis à jour depuis 10 ans... Alors, XP est un peu particulier dans ce cas-là, puisque Microsoft avait eu connaissance du fait que la faille avait été rendue publique. D'accord, c'était juste un exemple. C'est ça que ça veut dire. C'est un très bon exemple, parce que XP n'est plus maintenu, sauf... Je voudrais comprendre votre réponse, c'est pour ça que je vous arrête, alors que ça devienne... XP, historiquement, n'est plus maintenu. C'est un système qui n'est plus maintenu, sauf sur le cas particulier où Microsoft a sorti un patch de sécurité spécifique pour se protéger de l'attaque WannaCry ou exploitée. Et ça, beaucoup de gens ne l'avaient pas mis en place. Et beaucoup de gens ne l'avaient pas mis en place. Et alors, la stat est à prendre avec quand même prudence, puisque c'est un éditeur de solutions de sécurité qui en est à l'origine. Mais a priori, en France, les victimes de WannaCry, 90% des victimes de WannaCry étaient sur du Windows 7 et non pas de l'XP. C'est la version encore avant? Non, c'est la version après. Ah bon? C'est la version actuelle. Actuelle qui est utilisée majoritairement. Non, pardon? C'est pas 10 maintenant? Alors la version actuelle, c'est celle-là, mais la version qui est la plus déployée en production dans les entreprises, c'est Windows 7. Et donc 90% a priori des victimes de WannaCry en France l'ont été sur des systèmes Windows 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'avaient pas eux-mêmes patché, et ça faisait 2 mois que le patch était disponible, donc ils n'avaient pas mis à jour leur système classique, en fait, même pas les systèmes XP. Vous pensez à XP par rapport aux hôpitaux britanniques, effectivement, eux ont été très touchés parce qu'ils utilisent majoritairement XP, ce qui utilisé dans un système de santé, un système d'exploitation qui n'est plus maintenu.
pose de vraies questions plus globales au-delà de simplement la mise à jour classique. Alors, juste un point, parce que je m'attendais, plutôt que de vous entendre parler mise à jour, je m'attendais à entendre des mots comme antivirus, audit des systèmes, etc. Ça, en fait, ça vient après. La mise à jour est un prérequis. On doit mettre des solutions techniques, évidemment, les antivirus, mais les antivirus, ce n'est pas des solutions magiques. Il est quand même, alors, il en faut, mais il faut avant tout. Alors, eux-mêmes doivent être mis à jour, évidemment. Grande majorité, enfin, certains réseaux ne disposent pas de mise à jour des produits de sécurité eux-mêmes, donc c'est un vrai problème. Mais la première des recommandations que je pourrais faire, c'est vraiment la mise à jour des systèmes eux-mêmes. Si on doit rester sur WannaCry, une fois de plus, ça protéger de WannaCry. Alors Rémi Nicolas, quel est vous votre outil de prédilection? C'est un mix des deux en fait, hein, bien évidemment. C'est évidemment de la communication auprès des équipes, de tous les salariés qui ont un accès informatique. Une communication un peu plus spécifique sur les salariés des services comptables et financiers, bien évidemment. Et puis des solutions techniques. La solution technique, il y a la triplette, effectivement, antivirus, firewall, anti-spam. Anti-spam qui est important parce qu'il y a beaucoup de virus qui arrivent, enfin de virus ou de logiciels, enfin d'éléments de fraude qui peuvent arriver par les spams. Bien évidemment, la mise à jour, nous on a mis en place une mise à jour automatique de tous les logiciels. Voilà. Et puis il y a un aspect qui est important aussi, c'est d'avoir des sauvegardes régulières, parce que on est plus dans le recovery plan, on est plus dans la mise en place après un crash, mais tout dépend de la date de la sauvegarde. Donc ça, c'est aussi un élément complémentaire à bien mettre en place. Alors Franck Lestrat, c'est peut-être plus, si ça a déjà été dit, quel est l'élément sur lequel vous voudriez insister? Alors je vais juste insister sur ce qui a été évoqué au niveau d'un point de vue technique. Si on ne parle pas de la partie organisationnelle et business process, il est clair que je dirais qu'il faut pratiquer une certaine hygiène dans son système d'information qui n'est plus souhaitable. C'est une obligation vis-à-vis notamment de ce qu'on va appeler le développement de la transformation numérique dans les entreprises. Aujourd'hui, on est dans un contexte où on utilise de plus en plus de manière massive le numérique. Et quand on parle de mise à jour, souvent on pense à son PC. Or, je dirais que la lecture des emails aujourd'hui est majoritairement faite par exemple sur des smartphones et non pas sur vos PC. Donc on est dans une situation de mobilité, etc. Donc il ne faut pas oublier que tout ce qui vient d'être dit sur notamment les systèmes anti-spam et de mise à jour valent aussi pour les tablettes, les smartphones, les différents serveurs. Donc je dirais que ça c'est quelque chose qui est nécessaire, obligatoire. Le système de sauvegarde, souvent il existe. La majorité du temps, il n'est pas testé ou il n'est pas réexaminé. Donc quand vous parlez notamment d'audit de sécurité, je dirais que ça permet de fixer un niveau d'hygiène sain dans l'entreprise, et donc ce qui va nous apporter en fait, alors, pour nous c'est forcément du business, mais pour nos clients ça permet vraiment de se développer avec une transformation numérique sécurisée, parce que le développement notamment de ce qu'on appelle l'IoT, donc les objets connectés qu'on va mettre si on est un industriel sur ses chaînes de production par exemple, eh ben, ça peut concrètement être des vrais passoires en termes de failles de sécurité pour pénétrer sur un réseau. Et donc, je dirais que le fait de sécuriser avec des sauvegardes qui vont être préparées, retestées et utilisées dans ce qu'on appelle un plan de reprise d'activité qui doit être procéduré, ça c'est quelque chose qui est central. Donc les sauvegardes sont nécessaires. Le plan de reprise d'activité va lui structurer la démarche. Juste une question sur les sauvegardes. Est-ce qu'il y a un risque en cas d'attaque rançon d'avoir ces sauvegardes en cloud? Alors, je vous fais très simple. Je sauvegarde automatiquement. Si je sauvegarde automatiquement avec un lien, est-ce que mes sauvegardes sont préservées ou pas? Alors il y a plusieurs types de sauvegardes. Il y a les sauvegardes locales, sauvegardes dans le cloud. Nous, ce qu'on va privilégier, c'est le couple des deux. Donc ne pas oublier de faire du local, ce qui est plutôt la pratique historique.
Mais l'avantage des sauvegardes online dans le cloud vont faire que vous allez pouvoir reporter aussi la responsabilité de la qualité de ces sauvegardes vers le sous-traitant qui va être le fournisseur de cloud. Donc si on prend par exemple Microsoft Azure dispose de certifications qui vont de type ISO 27000. Donc, concrètement, si tous mes systèmes sont bloqués, les sauvegardes que j'ai dans ce nuage, elles seront accessibles. Elles vont être réutilisables, effectivement. Et si les premières ont été corrompues, pour X raisons, eh bien, on peut toujours utiliser celle-ci. C'est un backup de backup. Alors, Olivier Thonon, tout à l'heure, vous évoquiez une liste de 50 points. Qu'est-ce que vous mettriez en premier dans vos premières recommandations ? Je pense qu'il faut vraiment essayer de lister tous les points de vulnérabilité. On parlait d'intrusion externe. Je vais vous donner un exemple concret, rapide. Tout le monde quasiment utilise des clés USB. Il y a plein de sociétés où vous pouvez encore les introduire dans vos systèmes informatiques. Il y a des sociétés qui ont refusé dorénavant de pouvoir utiliser des clés USB. La clé USB, potentiellement, elle vous apporte plein d'informations, certes, mais elle peut vous apporter aussi plein d'éléments nocifs pour le système informatique. Donc c'est un exemple parmi d'autres, et l'intérêt c'est de lister justement tous ces points de vulnérabilité. Alors on ne sera jamais exhaustif, mais en essayant d'avoir la liste la plus complète possible, on s'est prémuni d'un certain nombre de problèmes. C'est un peu ça l'idée. Alors je disais 50, il y en a peut-être plus, il y en a peut-être moins, c'était un exemple, mais je pense que l'intérêt, encore une fois, c'est que dans la mesure où on est à froid, on est plus à même de réfléchir en interne sur les choses à mettre en place. L'idéal, c'est d'avoir une équipe transverse. Je pense que ça avait été évoqué par Sébastien, mais d'avoir à la fois des gens du commerce, avoir des gens du système d'exploitation, de la direction financière, de la direction générale, qui travaillent ensemble pour mettre en place justement ces systèmes qui permettent de se prémunir et d'être le plus exhaustif et le plus complet possible, et d'avoir des écrits en interne au sein de l'entreprise. Parce que bien souvent, on réfléchit sur un coin de table, mais ces écrits ne sont pas forcément diffusés aux collaborateurs. Et donc la personne, encore une fois, qui est sujette à une fraude, ne sait pas comment réagir et est un peu bloquée par rapport à tout ce qu'elle doit faire. Alors justement, je voudrais revenir sur les personnes responsables. Peut-être Rémi Nicolas, dans l'entreprise, vous vous sentez porteur du sujet en tant que directeur financier, ou c'est le sujet du DSI ? Quel est le rôle que le DAF joue dans cette organisation antifraude ? Non, pour moi, c'est vraiment sous la responsabilité du DAF. Alors, il se trouve que moi, dans mon entreprise, qui est un environnement PME, la DSI m'est rattachée. Donc, les deux sujets sont très proches. Alors, évidemment, je n'ai pas forcément l'expertise technique nécessaire, mais pour moi, ça rentre dans les missions du DAF de sécurisation, de contrôle interne de l'entreprise. Donc, c'est vraiment sous sa responsabilité. Parce qu'il y a une responsabilité financière, vous me disiez aussi sur le sujet. Alors il y a une responsabilité financière, évidemment, parce que les enjeux sont importants. Le fait de perdre... Alors notamment c'est nous, notre cas d'entreprise avec un LBO, avec des actionnaires qui ont mis en place des différents managers pour gérer la boîte, on est encore plus responsable de la performance financière et encore plus responsable de la sécurité des finances de l'entreprise, par opposition à peut-être un dirigeant de PME ou de TPE qui lui est omniprésent dans l'entreprise et peut passer outre certains contrôles en pensant que sa présence suffit, quoi. Alors concrètement, vous êtes assuré pour faire face à ça ? Alors, depuis 2015, on a souscrit une assurance, effectivement. La question s'est pas véritablement posée. Moi, j'attendais en fait des offres des assureurs. En 2015, il n'y en avait peut-être pas beaucoup. Hein. C'est vrai qu'on s'est tourné vers l'Air Hermès qui à ce moment-là communiqué sur une offre. Il m'a semblé complètement logique de nous assurer. Parce que c'est un risque au même titre que les risques d'incendie ou ainsi de suite. Ça devient pour moi, c'est une obligation de s'assurer. Alors, la difficulté qu'on a lorsqu'on veut s'assurer, c'est de fixer des seuils. Parce que lorsqu'on assure un stock ou une usine, on connaît sa valeur. Ou même de la perte d'exploitation, on connaît cette valeur, on peut la mesurer. Là, on est un peu plus dans l'inconnu et voilà, donc il faut bien évidemment définir un seuil.
Sébastien, sur cette assurance et ce seuil? Bon, déjà, je suis obligé de souligner que le risque de fraude en entreprise est bien supérieur au risque d'incendie. En montant ou en nombre d'attaques? Statistiquement, il n'y a pas photo. Je crois que le risque d'incendie est inférieur à 1%, et donc j'évoquais une entreprise sur 5 victimes d'une fraude aujourd'hui, selon notre étude. Franck. J'ajouterais d'ailleurs que nous avons tous l'obligation, en tant que dans nos entreprises, de faire des exercices d'évacuation pour incendie, et nous n'avons pas d'obligation de faire d'exercices de plan de reprise d'activité. Et donc, c'est ce qui est, par rapport à l'année dans laquelle on vit, 2017, une aberration, en tout cas, voilà. Et j'ajouterais que par rapport à la notion de valeur dont vous parlez, si je reviens un petit peu sur les sauvegardes de données, tout le monde en fait. Les sauvegardes d'application, c'est beaucoup moins vrai. La différence entre les deux, c'est que l'applicatif que vous utilisez, que ce soit votre gestion comptable ou votre ERP, eh bien, il a un mode de fonctionnement, il est installé sur une infrastructure. C'est bien beau de sauvegarder les données, mais si votre applicatif il est détruit par la cyberattaque, le pirate, vos données ne servent à rien en fait. Donc le conseil que je vais ajouter, c'est de bien vérifier que vos systèmes de sauvegarde incluent bien les applicatifs. Et donc tout au moins sur ce qu'on va appeler les processus critiques dans l'entreprise. Si vous êtes industriel, c'est votre GPAO qui va faire fonctionner votre usine. Jérôme Notin, oui. Je vais vous rassurer, la législation va bientôt vous imposer aussi. Alors peut-être pas des exercices, mais au moins la sécurisation de vos systèmes. On y va étape par étape. La première étape a été la loi de programmation militaire, dans laquelle l'ANSSI a fait passer quelques articles pour nos fameux opérateurs d'importance vitale qui opèrent des systèmes d'information vitaux eux-mêmes. Et donc, moi, en tant que citoyen, je suis extrêmement content que ça ait pu avoir lieu, puisque ces systèmes critiques doivent être audités, doivent être équipés avec des solutions qui sont certifiées, qui sont labellisées par l'agence. Mais voilà, donc il y a eu cette première étape dans le cadre de la loi de programmation militaire. Il y a une deuxième étape qui est en cours avec la directive Nice, une directive européenne qui va identifier des opérateurs de services essentiels. On descend un petit peu en criticité. Donc là, c'est les acteurs économiques. On n'est pas uniquement sur les aspects résilience de la nation. Donc les acteurs économiques vont bénéficier de la directive Nice et donc vont avoir le droit d'être obligés de se protéger. Donc voilà, il n'est pas illusoire que de penser que d'ici quelques années, tout opérateur économique ait des contraintes, effectivement, comme on peut l'avoir en termes de contraintes incendie. Je voudrais juste revenir, il y a une question de Laure, puisqu'on était sur l'assurance. Est-ce que l'assureur couvre le vol de données et la demande de rançon? Question pour le courtier ou l'assureur, hein. Je vais répondre en tant qu'assureur. Oui, c'est possible de couvrir ce type d'informations. C'est possible ou c'est compris d'office dans votre police fraude? Alors, vol de données, ça dépend ce qu'on souhaite protéger. C'est-à-dire que, encore une fois, je renvoie à la nature du préjudice et à sa valeur. C'est-à-dire que si je me suis fait voler des données, mais que ça ne porte pas à conséquence, l'assureur n'indemnisera pas quoi que ce soit. Ensuite, s'agissant de la rançon, est-ce que c'est le deuxième volet de la question? Oui, c'est couvert, c'est en tout cas couvert par notre contrat d'assurance. Alors, ce qui est couvert, c'est l'attaque par ransomware et pas le paiement de la rançon, pour les 4 ou 5 bons arguments que j'ai évoqués tout à l'heure. Nous prévoyons en fait la couverture des frais de recours à un prestataire qui va dépanner en fait l'organisation. Olivier, plus globalement sur le marché? Juste une précision sur le contrat en général, quel que soit l'assureur, il faut être capable de chiffrer le préjudice. Donc ce n'est pas de la perte présumée, c'est-à-dire que si vous avez un prévisionnel sur 5 ans, que vous êtes fait piquer votre poste client et que du coup vous arrêtez l'exploitation de l'entreprise, vous ne pouvez pas venir avec votre business plan en disant voilà, j'avais prévu de faire 100 millions dans 5 ans, je suis à zéro, monsieur l'assureur, merci de m'indemniser. Ça ne marche pas comme ça. Il faut être capable de chiffrer encore une fois le préjudice et que la perte soit certaine. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Rémi Nicolas l'a évoqué tout à l'heure, on achète une enveloppe. Une enveloppe, donc un seuil qui peut être de 250, 500 000 euros, 1 million, 5 millions, en fonction de la taille de l'entreprise, bien entendu,
en fonction du nombre de salariés de cette entreprise, en fonction du nombre de sites. Et petite précision que j'apporterai par rapport à cela, c'est que dans le giron du contrat, on intègre également toutes les sociétés holding. Pourquoi je vous dis ça? Parce que bien souvent, on pense évidemment aux sociétés d'exploitation, mais les holdings peuvent être également concernés par des fraudes. Le plan de prévention sur les holdings, en général, on l'oublie, purement et simplement. Donc ça c'est important aussi de se dire que le contrat couvre l'ensemble des structures juridiques d'une PME ou d'un groupe. Alors, pour Rémi Nicolas, Monsieur, une question. Rémi Nicolas, c'est cher de s'assurer? Alors, évidemment, la prime dépend des garanties qui sont souscrites. Bon, dans notre cas, la prime est de moins de 10 000 euros. Alors, évidemment, pour un certain niveau de garantie. Mais bon, moi, j'avais estimé que le risque d'avoir un détournement ou un préjudice très, très important était limité. Donc j'avais ciblé quelques centaines de milliers d'euros, près d'1 million d'euros de garantie. Voilà. Alors, monsieur, vous avez une question, je crois. Oui, merci. Oui, je fais suite à 2 interventions qui viennent d'avoir lieu en disant qu'il faut déterminer les données qui sont protégées et déterminer le préjudice. Alors, pour la détermination des données qui sont protégées, est-ce que c'est quelque chose qui fait justement l'objet d'une discussion au moment de la souscription du contrat, parce que les données sensibles, c'est extrêmement difficile finalement à déterminer, elles peuvent être sensibles à différents niveaux. Et autre question, la détermination du préjudice, c'est la bouteille à l'encre. Donc est-ce que, vous avez dit, je considère que c'est 1 million d'euros, pourquoi pas, mais le jour où il y a un véritable préjudice, est-ce que vous avez un mécanisme de détermination par des experts indépendants, par exemple, puisque on peut dire, comme vous, dans votre exemple, j'avais un business plan à 100 millions d'euros, je fais 0, 100 moins 0 égale, vous me devez 100 millions. On peut dire des tas d'autres choses. Donc, comment avez-vous prévu, sauf à arriver à un contentieux long et compliqué, de déterminer le préjudice d'une manière correcte? Alors, Sébastien, pour commencer. Parler de contentieux, c'est pas le meilleur moyen de promouvoir l'assurance, et c'est pas du tout notre philosophie, bien évidemment. Alors, ce que je voudrais juste reprendre quelques éléments, mais assez rapidement. Ce que je trouve très intéressant dans l'exemple que vous évoquez, Monsieur Nicolas, c'est que vous êtes en LBO et que vous avez un intérêt évident à protéger votre résultat. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Et traditionnellement, les entreprises qui s'assurent contre la fraude vont protéger leurs résultats pour les raisons qu'on peut comprendre, parce que ça a une conséquence sur la trésorerie, mais aussi sur la reconstitution des capitaux propres et sur le remboursement de la dette senior quand on est en phase de LBO. Ça, c'est un élément qui est très important. Après, c'est du sur-mesure, c'est-à-dire que les entreprises ne vont pas forcément porter le même risque, pas avoir la même organisation. Si j'ai une trésorerie qui est totalement décentralisée, si j'ai des dizaines de filiales qui sont autonomes en matière de décision, de fonctionnement, etc., les choses ne sont pas tout à fait évidentes. En fait, il faut s'assurer ou protéger le montant que l'on estime critique. Et je souligne un élément qui a son importance, c'est que par définition, la fraude ne survient pas comme on l'aurait pu le prévoir. Donc, inutile de se dire, chez moi, il n'est pas possible d'effectuer un détournement supérieur à 500 000 euros, donc je ne vais pas m'assurer au-delà de 500 000 euros. Oui, alors ça, c'est quand on suit les choses qui sont prévues, sauf que ce n'est pas comme ça que ça se passera. Et c'est la position que nous adoptons en tant qu'assureurs. C'est-à-dire que lorsqu'on discute au moment de la souscription d'une police d'assurance, outre le choix de la couverture, ce qui nous intéresse, c'est l'organisation de l'entreprise. Mais on s'appuie sur l'organisation de l'entreprise, notamment pour calibrer notre contrat d'assurance, mais également pour comprendre quelle est sa sensibilité plus que ses procédures elles-mêmes. Pourquoi ? Parce que si je viens annexer à la police d'assurance les procédures qui vont définir comment agir quand on a une demande de modification de coordonnées bancaires, par exemple, je vous indemnise jamais parce que, en fait, le jour où vous aurez une fraude, c'est que la procédure n'aura pas été suivie et donc l'assurance n'a pas de sens dans ce cas-là. Voilà. Donc ça, c'est notre position. La position de l'RRMS en matière d'assurance fraude, c'est essentiellement de protéger la trésorerie, l'impact sur la trésorerie. On a dans notre ADN le métier d'assureur crédit, donc on protège la trésorerie. C'est une valorisation très simple,
Pour le coup, en un seul coup d'œil, on peut savoir ce qui a disparu. Et pour le coup, ça raccourcit énormément les discussions lors d'une étude de garantie, puisque la preuve de la valeur de la perte est évidente. Olivier Thonon, en réponse au... Juste 2-3 précisions par rapport à cela. À partir du moment où on choisit de travailler sur une assurance fraude, on est en mode projet. Donc effectivement, c'est ce que soulignait Monsieur Nicolas, Monsieur Agère, c'est un projet, chaque entreprise est particulière, donc on va rentrer dans le détail de l'entreprise pour apporter un produit qui corresponde le mieux à votre besoin. Quel que soit l'assureur, on a 15 à 20 questions lors d'un questionnaire pour la mise en place d'une police d'assurance fraude, et ce questionnaire va être partie prenante du contrat. Ce questionnaire, les réponses sont en texte libre, donc vous pouvez y annexer un certain nombre de choses. Il n'y a pas très longtemps, j'ai mis en place une assurance fraude chez un client. Il a fait un mail avec une dizaine de points qu'on ne lui demandait pas dans le questionnaire, mais qu'il a souhaité annexer à son contrat pour être sûr qu'en cas de difficulté, en cas de problème, ces points étaient prévus et l'assureur était conscient de ces différentes mesures. Donc il y a vraiment cette part de sur-mesure, de discussion, l'assureur, le courtier qui peut également apporter des éléments de complément là-dessus. La fixation du seuil, qui peut répondre à certaines règles évidemment de taille de l'entreprise, de nombre de structures juridiques, mais qui va dépendre aussi de votre appétit pour le risque. On a des dirigeants qui vont avoir tendance à se surcouvrir, entre guillemets, et d'autres qui vont avoir tendance à chercher un seuil assez faible, en partant du principe qu'il ne faut pas que le contrat soit trop cher. Ce qui est sûr, c'est que si on augmente la ligne de couverture, on ne va pas avoir un prix exponentiel. Je dis souvent que le prix est logarithmique, c'est-à-dire que plus on va augmenter l'enveloppe et moins le prix va augmenter proportionnellement. Je ne sais pas si Sébastien va apporter un complément là-dessus. On dit en assurance que le deuxième million d'assurance coûte moins cher que le premier. Voilà. Merci. Alors, j'aimerais qu'on vienne sur le plan de crise, mais avant, j'ai une toute petite question de Thomas pour Monsieur Nicolas. À part la direction financière et la DSI, est-ce que d'autres personnes sont impliquées chez vous dans la lutte contre la fraude? Et moi, j'ai envie de rajouter même DSI plus direction financière. Combien de personnes sont impliquées Chez nous, donc, il y a effectivement le responsable informatique, moi-même, il y a des prestataires extérieurs, mais rattachés au responsable informatique, parce que, comme j'ai dit en introduction, on a recours à des expertises extérieures, puisqu'on ne les a pas en interne. Et puis, il y a 2 personnes, mais qui sont dans mes départements, qui sont évidemment impliquées, qui sont la chef comptable et puis le trésorier, quoi. Alors, en question complémentaire, qui est formé sur la fraude? Qui est informé sur la fraude? Alors, ils sont tous informés. On essaye de communiquer régulièrement. Auprès de toute l'entreprise? Alors, auprès de toute l'entreprise, là, c'est vraiment le responsable informatique qui va communiquer sur les bonnes pratiques, comme on disait tout à l'heure, ne pas ouvrir de mail lorsqu'on ne connaît pas l'expéditeur, ainsi de suite, faire bien ses sauvegardes, ne pas travailler sur son disque dur. Ça, c'est des bonnes pratiques générales. Et puis, moi, à mon niveau, pour les gens des services financiers, on a une communication spécifique et on essaye de les envoyer dans des tables rondes comme aujourd'hui. Mon trésorier y était hier sur une table ronde autour de la cybersécurité. Il y en a en ce moment plein, donc voilà, ça sensibilise. Alors peut-être un dernier point, il nous reste un tout petit peu de temps sur le plan de crise et ce qui se passe si la fraude a lieu, quand la fraude a lieu. Alors, est-ce qu'il faut un plan de crise ? Je saute sur le micro. Nous avons réalisé une étude auprès de dirigeants d'entreprises et de directions financières et j'aimerais partager un paradoxe avec vous. 75% des dirigeants interrogés ont répondu qu'ils trouvaient leur système de prévention, leur dispositif de prévention plutôt satisfaisant. En creusant un peu, on se rend compte que seuls 20% d'entre eux ont réalisé des tests d'intrusion, 20% d'entre eux ont réalisé une cartographie des risques, et surtout, près de 65% d'entre eux n'ont pas mis en place de plan de crise. Alors un plan de crise, c'est quoi? Ça peut être quelque chose de grande ampleur, quand on est une grande entreprise et qu'on l'aborde de manière totalement transversale. Mais
ça consiste tout simplement à se réunir quelques heures et à définir ce qu'il faut faire si un jour on constate qu'on a été victime d'un faux ordre de virement international. Ce constat, il sera dressé vraisemblablement un peu tard, plutôt un vendredi soir, hein, ça arrive plutôt la veille d'un week-end ou une veille de vacances ou pendant des périodes scolaires, enfin, autour des fêtes de Noël par exemple, hein, c'est un grand classique. Et donc il est nécessaire d'avoir réfléchi en amont sur les premiers secours, en fait, les gestes de premier secours à effectuer. Ça ne sert à rien de composer le numéro de téléphone de mon chargé d'affaires ou de mon conseiller de clientèle en banque, puisqu'il ne sera pas joignable à ce moment-là. Or, quand il s'agit d'un faux ordre de virement international, la première personne à contacter ou la première organisation à contacter, c'est la banque qui va se mettre en relation avec les autres organismes bancaires et tenter de stopper les rebonds effectués par ce virement qui va se déplacer progressivement vers l'Est. Alors ça, c'est valable pour le faux ordre de virement international, mais on a également toute la partie informatique sur laquelle je laisserai les experts intervenir, ils l'ont déjà fait, hein, sur le plan de reprise d'activité, etc. Hein. Il faut savoir quand même que le grand risque de la cyberextorsion et des menaces type ransomware, c'est l'atteinte des sauvegardes, parce que lorsque ça touche un poste ou deux, ça prête à peu de conséquences. Lorsque ça touche les sauvegardes, ça peut être dramatique. Et je crois que notre hébergeur sud-coréen, qui a été récemment victime, a été justement pénalisé par le fait que l'intrusion dans les systèmes d'information a atteint les sauvegardes. Alors, si on doit donner les 3 premières choses à mettre dans son plan, on a une attaque, qu'est-ce qui doit se passer face à une attaque? Je pense que la première chose à définir, c'est lister faire une liste des personnes à contacter en cas de fraude avérée. D'accord. Il y a un rançonning, qui j'appelle, qui je contacte, quelles sont les personnes qu'il faut que je mette dans la boucle pour justement limiter le problème, essayer de le résoudre. Ça, dans bien souvent des cas, c'est pas fait en fait. Hein. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On disait 75% des dirigeants sont persuadés d'être sensibles à la fraude, mais 20% d'entre eux ont mis en place un plan. Voilà, quelles sont les personnes à contacter et transmettre cette information à un maximum de salariés, parce que de dire on cantonne ça à la direction financière ou à la direction générale, bien souvent la fraude, elle va toucher une personne qui n'a rien à voir avec la direction financière, puisqu'on peut supposer que la direction financière est plus sensible à ces problèmes-là que d'autres intervenants de l'entreprise. Donc que la personne ne soit pas acculée et ne sache pas quoi faire en cas de problème. Bien souvent, il faut savoir que les personnes qui subissent ce genre de fraude, on n'en parle pas beaucoup, mais finissent en dépression, quittent l'entreprise, ont du mal à retrouver du boulot, parce que justement, elles sont persuadées d'avoir été à l'origine de tous les problèmes. Donc là aussi, à partir du moment où il y a une fraude avérée, il y a un point d'entrée, la personne qui a généré ce point d'entrée n'est pas la seule responsable au sein de l'entreprise. Et je pense que c'est aussi le rôle des directions générales d'entreprise de bien sensibiliser l'ensemble des collaborateurs. Certes, il y a une entrée quelque part, mais ce n'est pas uniquement le collaborateur touché qui est responsable de la fraude. Alors Franck Lestrade, peut-être d'un point de vue plus technique, qu'est-ce qu'on doit faire face à une fraude pour un recovery rapide? Alors d'un point de vue technique, en fait, le premier geste souvent quand c'est une cyberattaque, c'est de se déconnecter du réseau. Donc pour au moins pouvoir prendre du recul, exercer le plan de reprise d'activité qui aura été déjà préparé dans le cadre du plan de crise global. Et ensuite de bien communiquer à l'ensemble des utilisateurs les délais de recovery, comment retrouver ces données et ces applicatifs. Et encore une fois, quitte à être un peu lourd sur le sujet, quand j'entends la question sur la qualité des données qui sont à protéger, j'insiste sur le fait d'identifier beaucoup plus les processus critiques dans l'entreprise et pas seulement les données. Parce que, entre guillemets, les données par elles-mêmes ne servent pas à grand-chose. Mais surtout quand vous êtes face à la crise, si vous avez votre usine, votre call center, quelle que soit votre activité qui doit être activée en dessous de 30 minutes d'une journée ou de 2 heures, ça n'a rien à voir. Donc, identifier ces points critiques, ces processus critiques dans l'entreprise, d'un point de vue technique, fait que ensuite l'informatique doit être structurée pour pouvoir répondre dans ces cas de crise.
Et aujourd'hui, je suis toujours à éviter les débats sur le sujet du cloud, parce que nous-mêmes, en fait, il y a environ 5 ou 6 ans, on a pris une décision importante, c'était d'arrêter d'être hébergeurs nous-mêmes. En fait, on s'est incliné devant les niveaux de sécurité qui étaient offerts par les clouds publics. Et concrètement, aujourd'hui, on accompagne nos clients pour qu'ils aillent beaucoup plus vers le cloud, qu'ils utilisent des solutions qu'on appelle des solutions SaaS, parce que quand vous payez votre souscription dans le SaaS, vous avez l'infrastructure qui va avec, les systèmes de sauvegarde qui vont avec, le plan de recovery en fait qui peut être activé. On a des clouds publics aujourd'hui qui sont multi-plaques régionales avec des systèmes pour passer d'une plaque régionale à une autre. Donc je dirais que c'est des choses qu'on ne peut pas se payer quand on est une entreprise et que par contre les éditeurs peuvent aujourd'hui ajouter en termes de services dans leurs solutions. Jérôme Notin, en cas d'attaque, est-ce que je dois porter plainte et me tourner vers vous? C'est la CIMA qui s'en occupe. Alors dites-moi, porter plainte ou pas? Oui, alors en mesure technique, ce qu'il faut d'abord faire, c'est la conservation de la preuve, justement pour derrière être en capacité de porter plainte. Si vous allez dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat et que voilà, l'officier de police judiciaire n'a pas de traces techniques, il ne se passera rien. Il ne pourra pas relever il apprendra parce qu'il est obligé de le faire, mais il n'y aura pas d'enquête judiciaire qui pourra être menée par la suite. Donc, conservation de la preuve et ensuite, effectivement, aller porter plainte, c'est fondamental. Alors, sur ACIMA, le projet donc, que l'ATSI a mis en place avec le ministère de l'Intérieur. Pardon ? Rapidement. Rapidement. Voilà, j'ai beaucoup parlé des grandes administrations, des opérateurs d'importance vitale. Le constat a été fait il y a maintenant 2-3 ans que quand on est en entreprise classique, on ne sait pas à qui s'adresser quand on a un problème technique. Enfin, si on ne sait pas à qui s'adresser, on essaie de s'adresser à l'État, mais il ne va pas faire grand-chose. Donc le projet ACIMA a vraiment vocation à mettre en relation des victimes, justement non OIV, avec des prestataires de proximité sur l'ensemble du territoire, de mener des actions de sensibilisation et, chose très importante, je parlais du chiffre noir, de mettre en place un observatoire de la menace sur les particuliers, les entreprises et les collectivités. Alors, je suis désolée, je dis rapidement, mais c'est vrai qu'on arrive au terme de nos échanges. Vous nous avez donné beaucoup de conseils pratiques déjà, mais peut-être pour conclure un tout dernier tour de table, si vous deviez revenir sur le point clé auquel vous tenez, la chose à méditer par les responsables qui sont présents dans la salle, soit nous écoutent en web, en 30 secondes chacun, j'ai envie de dire. Allez, Olivier Thonon, commencez. Alors, je pense que le point le plus important, c'est vraiment d'essayer d'avoir ce plan de prévention et ce mini-audit, j'allais dire, qui vous permet de cibler à peu près tous les points de vulnérabilité de l'entreprise. Que vous preniez ou pas l'assurance fraude, je pense que ce travail effectivement d'audit est fondamental pour la suite. Franck Lestrade. Alors, je vais essayer de faire très court. Donc, sensibiliser, c'est très important. Après, si on s'attaque à la partie technique, il est clair qu'à disposer du plan de crise technique est fondamental. Et puis, je dirais que dans la situation dans laquelle vous êtes majoritairement des financiers, je dirais que se prémunir sur l'ensemble de ces systèmes fait que aussi votre transformation numérique peut être plus aisée, de prendre des bonnes habitudes d'hygiène au niveau de votre système d'information, parce que la clé demain, c'est que le numérique, on ne va pas l'arrêter. Au contraire, c'est plutôt lui qui drive aujourd'hui pas mal de business. Et donc, pour pouvoir aborder, je dirais, sereinement votre transformation, c'est de bien penser à la sécurité de votre système. Rémi Nicolas, votre conseil pratique? Bien évidemment, communiquer auprès de toutes les équipes et en parallèle, notamment lorsqu'on n'a pas l'expertise en interne, s'appuyer sur les vrais experts parce que le sujet va vite et c'est des experts extérieurs qui mettront en place la structure minimale de sécurité et qui peuvent mettre en place des nouvelles réponses, notamment par exemple sur la fraude aux faux fournisseurs. Là, il y a des nouveaux logiciels qui sont mis sur le marché et seuls des experts peuvent être au courant de tout ça. Jérôme Notin. Sensibiliser, mettre à jour,
sauvegarder, je n'ai pas insisté sur la sauvegarde, mais elle est fondamentale, et accessoirement s'équiper de solutions de sécurité. Sébastien Agère, un dernier conseil. J'ai la joie de conclure, s'assurer, bien évidemment. On a tout évoqué. En fait, l'assurance ne se substitue pas à la prévention, hein, bien évidemment. S'assurer, c'est pas éviter la fraude, c'est limiter ses conséquences. Donc, bien évidemment, tout ce qui a été évoqué au préalable est valable. Mais j'ai envie de vous dire, assurez-vous. Écoutez, merci beaucoup à tous les 5. Merci à vous tous qui nous avez écoutés dans la salle ou sur le web. Et à bientôt.